plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Avec lui, l'informatique n'a aucun secret. Il est l'un de ceux qui contribuent sur le continent africain à vulgariser et à enseigner cette technologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'aurez compris, ce soir sur À vous la parole, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Accès TIC. Excellence, bonsoir. Bonsoir, M. Mbarga. Vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes sur À vous la parole. Nous avons 1h30 d'entretien, d'échange assez pointu sur un domaine qui est le vôtre. Je parle des technologies, du numérique et de tout ce qui concerne justement la vulgarisation et la promotion de ce domaine assez élitiste. Et effectivement, on essaie de travailler le mieux qu'on peut pour accompagner la population à la maîtrise de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes en train de nous orienter vers un monde du tout digital. Oui. Et comme le président de la République, Paul Biya, l'avait dit, le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Ça veut dire qu'il faut y aller. Il n'est plus question de se poser la question, est-ce qu'il faut y aller? Il faut se poser la question, comment y aller vite et efficacement. Alors, nous aussi, on ira vite et efficacement, je l'espère, sur ce plateau, avec pour premier arrêt, un aspect important qui est même l'actualité, votre actualité principale de ces derniers temps, l'intelligence artificielle. On vous a abondamment vu épiloguer sur la question. Est-ce qu'on peut d'abord, de façon simple, pour ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux ce soir, revenir sur ce que c'est l'intelligence artificielle? Bon, on va dire qu'en français facile, c'est une application, une intelligence artificielle, c'est une application qui essaye d'imiter l'intelligence humaine. Donc, en réalité, c'est un langage informatique qui, à partir des algorithmes qui sont conçus par le programmeur, permet de mettre en œuvre cette projection dans la pratique à travers des langages de code. Et donc, il est question de voir comment imiter l'intelligence humaine et faire en sorte que le résultat de cette imitation élève de façon exponentielle la vitesse on va dire, de l'activité intelligente. Et je pense que cela se fait très bien. Et il faut simplement que nous, les Africains, nous soyons conscients qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser les IA des autres dans un contexte qui n'est pas le nôtre. C'est pour cela qu'on a utilisé, ou alors intitulé cette séquence la nécessaire tropicalisation, puisque je sais que c'est une problématique que vous portez à cœur, la tropicalisation absolue de l'intelligence artificielle. Effectivement, il faut que nous puissions déjà penser à bien maîtriser l'utilisation de ce que font les autres, et en même temps de penser à former l'élite digitale qui va donc pouvoir créer pour l'Afrique
des IA africains, qui vont donc être le maître mot de cette tropicalisation, qui va évidemment permettre de contextualiser la façon de programmer, de contextualiser les bases de données sur lesquelles l'intelligence artificielle puise ces informations pour donner une réflexion analytique de ce qui existe dans ces bases et en donner une protection, on va dire, décisionnelle. Et donc, il faut qu'on arrive à amener nos jeunes à se spécialiser dans la programmation des IA tropicalisées. Et c'est la raison pour laquelle j'aime souvent à le dire que lorsque vous voyez comment les plus grands pays du monde dépensent des sommes exorbitantes pour développer l'intelligence artificielle, et il n'y en a pas un seul qui ne le fait pas. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va se produire. Nous devons donc en être conscients. Arrêtons de faire la fine bouche. Arrêtons de se poser des questions. Arrêtons de se dire que nous devons voir comment les choses vont se faire. Et après, on va les subir. Il faut donc qu'on encourage toutes les initiatives. Alors, à ce niveau, vous évoquez une situation, vous parlez de subir. La question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que, à l'instant où nous parlons, l'Afrique subit plutôt l'intelligence artificielle ou alors ne capitalise pas assez sur cette technologie? L'Afrique la subit. L'Afrique ne fait que la subir. Dites-moi, combien d'Africains ont déjà créé des applications sur l'intelligence artificielle? Moi, je dis toujours, même sur le plan purement informatique, laissons l'intelligence artificielle à côté. Parlons même déjà des technologies. Combien d'Africains sont-ils qui ont mis en place des technologies qui nous permettent de vendre notre savoir-faire pour que les autres puissent utiliser ce que nous savons faire et que nous-mêmes on puisse s'en servir, plutôt que d'utiliser ce que les autres savent faire et continuer à gaspiller de l'argent pour des logiciels qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, nous avons... Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché où il y a une offre et il n'y a pas d'acheteur? Je crois quand même qu'ici au Cameroun, il y a un moment, ce qu'on a appelé la Nord-Ouest Valley, ou alors une espèce de Silicon Valley du côté du Sud-Ouest. Nous avons des potentialités. Nous avons des potentialités. Oui. Le problème, c'est que les Africains ne croient pas en eux-mêmes. Beaucoup d'Africains pensent d'ailleurs que les applications qui sont les plus importantes sont celles qui ont une marque tantampion venant d'ailleurs, venant de l'Occident. Et pourtant, nous avons des génies dans notre pays qui doivent se prendre en main, avoir confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire partie des grands leviers de sensibilisation. Alors, et je suis d'ailleurs très heureux. Nos génies ne brillent pas comme les Zuckerberg et les autres. Vous dites bien qu'il y a du talent, il y a du potentiel, il y a des génies, mais il n'y a pas de milliardaires qui soient issus du numérique ou de l'informatique. C'est la mentalité africaine. C'est la mentalité africaine parce que nous avons toujours pensé que tout objet qui vient d'ailleurs, je ne vais pas citer les noms des pays, mais d'Occident d'une manière générale, oui, sont des objets précieux. Vous voyez par exemple, quand on vous dit qu'il y a cette tenue qui a été achetée dans tel pays d'Occident, vous lui donnez plus de valeur, même si la valeur vaut moins que certaines tenues que nous avons ici en Afrique. Vous avez une chaussure qui est fabriquée, par exemple en Afrique, qui peut avoir une meilleure valeur qu'une chaussure fabriquée ailleurs. Vous allez toujours voir des gens qui vont se dire que ce qui vient d'ailleurs est le meilleur. Vous avez, je me rappelle, il y avait
il y avait une époque où, lorsqu'on voyait venir rentrer un jeune d'Europe, il était pratiquement divinisé. Ça a changé, monsieur Excellence? Oui, ça commence à changer quand même. Ça commence à changer, oui, ça commence à changer. Surtout avec la mondialisation, oui. avec le monde digital, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous pouvez habiter Ngelmondouga ou Bafoussam et être connecté sur le monde. Et être connecté sur le monde et surtout étudier dans les plus grandes universités du monde en étant chez vous, pourvu que vous ayez une connexion et pourvu que vous sachiez utiliser l'outil informatique. Donc, il faut qu'on arrête de diviniser ce qui vient d'ailleurs. Nous devons faire confiance en nous-mêmes. Et même les pays africains doivent aussi encourager les jeunes qui travaillent dans la technologie, les jeunes qui innovent, les jeunes qui ont la capacité de créer pour augmenter le niveau de richesse de leur pays. Et aujourd'hui, c'est les envolées technologiques qui font bien l'affaire. D'ailleurs, je dois dire que nous œuvrons aussi au niveau de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Tout à fait. À faire en sorte que les parents puissent orienter davantage leurs enfants vers des filières technologiques. Cela ne veut pas dire que les autres thèmes ne sont pas bons. D'ailleurs, chaque activité a son importance dans la vie. Voyez-vous, l'idée pour nous, c'est de dire que, et ça c'est l'idée de création de la chaire UNESCO par Madame le directeur général de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui voudrait que les jeunes Africains et les jeunes Africaines puissent s'autonomiser par l'éthique. Cela veut dire que si vous êtes agriculteur, éleveur de bœufs, de coqs, de poulets, éleveur de poissons, vous êtes artisan, vous êtes même architecte, vous avez la capacité d'optimiser votre production en utilisant les TIC. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est rendu à un niveau extraordinaire d'intelligence produite par, on va dire, l'humain. Parce qu'il faut dire que l'intelligence artificielle ne vient pas du ciel. Elle vient de la vision des programmeurs, des informaticiens qui programment dans ces applications. Qui peuvent aussi manipuler ces programmations à leur faveur. Ben, en réalité, quand on réalise une application, je ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que vous voulez dire en parlant en leur faveur, mais je pense que lorsque nous les informaticiens, nous voulons réaliser une application, c'est pour résoudre un problème précis. Oui. C'est pour trouver une solution à un problème. Et je pense que quand on veut résoudre un problème, on essaye de trouver les éléments qui permettent à l'humain de pouvoir vivre mieux. Bon, bien sûr, l'intelligence artificielle va difficilement avoir une âme. L'intelligence artificielle va difficilement avoir des passions. Mais il est difficile que le programmeur mette des émotions dans l'analyse, enfin, dans l'effet analytique des données de l'application. Mais l'informaticien essaye, dans ses lignes de code, autant que faire se peut, à partir des applications qui sont déjà pré-produites, un peu comme ces applications qui donnent une représentation on va dire, de la transformation faciale ou vocale. Qui sont d'ailleurs les plus courus actuellement. Bien sûr, d'un
d'un individu à un autre. Parce que vous savez très bien aujourd'hui qu'on peut prendre ma voix, on vous la donne. Oui. Et quand vous parlez, on a l'impression que c'est moi qui parle. Avec beaucoup de dégâts. Voilà. Il y a donc une urgence à sensibiliser, à éduquer, à former les populations, les utilisateurs de l'IA, pour que ces utilisateurs sachent faire très attention aux différentes applications. Parce qu'il y en a qui, lorsque vous les utilisez, vous sentez que les données sont vraies, les données sont, en fait, les données se rapprochent de ce qu'on peut appeler réalité. Oui. Il y en a aussi qui sont telles que lorsque vous les utilisez, vous voyez bien du faux, du non vrai. Et c'est là où peut se poser le problème de l'IA. Donc, les intelligences artificielles ne sont pas encore parfaites. Pour qu'elles soient parfaites, enfin, pour qu'elles s'approchent du parfait, je pense que ce sera difficile d'atteindre la perfection. Mais pour qu'elles s'approchent du parfait, il faut que les utilisateurs utilisent des applications qui sont le plus contextualisées possible par rapport à leur environnement. Parce que, je prends un exemple. Vous êtes dans une application où vous traitez de la santé. Alors, on parle de jaunisse par exemple. Oui. Alors, la jaunisse n'est pas une maladie... C'est une maladie tropicale justement, mais ce n'est pas une maladie très connue en Occident. Or, si dans les bases que vous utilisez, ce sont des bases sur la médecine occidentale, la médecine qu'on dit moderne, alors votre jaunisse sera peu connue. La réponse de l'IA va certainement peut être tronquée, erronée, et vous n'allez pas voir exactement ce que vous devez avoir. Il est donc important que lorsque les Africains mettent en place des IA contextualisées, des IA tropicalisées, que ces IA sachent aussi se baser sur les données oui. tropicales, c'est-à-dire qui correspondent à nos civilisations, à notre culture, et à ce moment-là, on aura des données beaucoup plus réelles. Alors, vous avez commencé le travail qui est celui de la sensibilisation, celui de la formation. On a pu justement vous voir à l'œuvre aux côtés de nombreuses entreprises et autres entités. Prenons ce premier arrêt, marquons ce premier temps d'arrêt avec justement cet accord signé avec la DGI qui justement met en avant ce que vous vendez, c'est-à-dire cette formation à l'intelligence artificielle. À la DGI, une convention de partenariat a été scellée entre Roger Athanas Meyon et Armand-Claude Abanda. Il est question pour les deux personnalités d'afficher leur volonté commune de moderniser l'administration fiscale. La cérémonie s'est poursuivie à la direction générale du budget avec la remise des attestations au personnel formé au centre annexe IAI d'Elixono à Yaoundé. Après 2 semaines de formation intensive, une première cuvée de 30 agents, soit 10 par région, reçoit simultanément ces parchemins dans les régions du centre, du sud et de l'est. Il était donc important pour nous, le personnel, de se outiller par rapport à certains logiciels informatiques qui n'étaient pas encore maîtrisés par ce personnel-là. Et cela contribuera sûrement à améliorer la productivité de ce personnel au quotidien. Les bénéficiaires affirment vouloir capitaliser et mettre en pratique les enseignements reçus. Nous avons beaucoup appris. L'accent a été mis sur Word, sur Excel et sur les réseaux sociaux. Concernant Word particulièrement, M. Bongono, qui était notre enseignant, a mis l'accent sur la sélection, la hiérarchisation des textes, et il a montré comment réaliser un public postage via lettres,
enveloppe et demande qu'on pouvait envoyer à plusieurs personnes au même moment. Concernant Excel, c'était vraiment génial, fantastique, parce que dans Excel, nous avons appris comment faire les sélections, comment calculer, comment faire des fonctions, comment réaliser des graphiques. Et ceci a permis de s'améliorer. Une autre vague est annoncée dans les jours à venir dans les régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Retour sur le plateau, à vous la parole, monsieur le représentant résident de l'IAI. Vous étiez aux côtés de la DGI pour justement matérialiser la vision qui est la vôtre en termes d'enseignement de la pratique de l'intelligence artificielle. Ben, il faut dire que monsieur le directeur général des impôts voudrait booster la production fiscale, déjà en l'élargissant et puis en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle. Et je pense que il va falloir que nous démarrions très vite les programmes que nous sommes en train d'étudier pour arriver à ces objectifs-là. Et là, n'oubliez pas que selon ce que nous avons pu recevoir comme information, après le pétrole, c'est la fiscalité qui fait partie des plus grandes des plus grandes possibilités pour notre pays d'avoir des ressources financières. Oui. Donc il est très important que nous puissions accompagner la Direction générale des impôts à optimiser ces ressources financières en assurant l'accroissement de la compétitivité et la densification qualitative du capital humain. Généralement, comment est-ce que les responsables d'entités publiques, parapubliques vous accueillent? Certains pourraient être réticents. Il y en a beaucoup qui sont réticents. Eu égard justement au caractère nouveau de la technologie que vous mettez en avant. Beaucoup sont réticents parce que... Vous les comprenez? Comprenez cette réticence? Ben, on essaie de les comprendre, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de le faire. Parce que être réticent vis-à-vis de l'automatisation des procédures, donc cette automatisation qui permet d'aller plus vite et d'avoir des meilleurs résultats, ne peut pas garantir une meilleure rentabilité. Tenons par exemple, parlons des impôts. Oui. Vous savez que, moi j'aime toujours à le dire, l'application sur la télédéclaration des impôts, c'est un exemple d'automatisation des procédures qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus besoin de porter vos documents pour aller chercher une agence des impôts. Et lorsque vous le faites d'ailleurs, vous perdez beaucoup de temps, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'énergie. Et vous êtes aussi un tout petit peu, on va dire... soumis au défi de la corruption. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, je dois beaucoup féliciter la Direction générale des impôts pour ses efforts, et particulièrement le ministère des Finances, qui fait un immense travail de modernisation, parce que c'est cette modernisation-là qui doit pouvoir augmenter les recettes dont ont besoin les ressources, les différentes ressources, enfin, les différentes données qui permettent par exemple, il faut payer les fonctionnaires, oui. Il faut payer, il faut assurer l'investissement public, il faut assurer également le fonctionnement des administrations. Ça coûte cher. Donc, il faut qu'il y ait plus d'argent par l'optimisation technologique de nos recettes fiscales. La question qu'un profane poserait, monsieur le représentant, est-ce que le tout numérique pourrait convenir à un pays comme le Cameroun? Mais bien sûr, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas? C'est même ce qu'il faut. Il faut qu'on arrive à numériser
évidemment, numériser et sensibiliser, parce que je me souviens encore que Monseigneur Jean Barga, quand il était venu une fois présider un culte interreligieux à l'IAI Cameroun, il avait dit il faut numériser l'humanité et humaniser le numérique. Donc, cela veut dire qu'en fait... Très belle formule. Oui, cela veut dire qu'en fait, les deux visions doivent se serrer au coude à coude. Et il faut donc qu'il y ait l'application du numérique, l'application tout azimut du numérique, mais aussi la sensibilisation, l'éducation, la formation. Il ne faut pas que les institutions publiques, parapubliques aient peur de former leur personnel. Ils doivent justement les former. D'ailleurs, cela doit être une priorité, comme cela se passe dans tous les pays qui évoluent. Regardez par exemple certains pays qui n'ont aucune richesse naturelle. Il y a d'ailleurs l'une des Corées qui, comme vous le savez, oui, et même la Chine, qui n'avait pas de ressources vraiment naturelles. Ils ont investi sur le capital humain par la technologie. Donc, voyez-vous, la Chine, par exemple, on sait bien ce qu'était la Chine il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est l'une des puissances mondiales en matière de modernité. Je crois que il faut pas avoir peur d'aller vers le digital. Il faut que non seulement on puisse former les utilisateurs, la base, oui, mais il faut former aussi l'élite, ceux qui créent des logiciels, qui créent ces applications, qui automatisent ces activités administratives. Et maintenant, au milieu, il faut former les maintenanciers, ceux qui assurent le relais, la formation, et qui apportent donc aussi leur plus-value dans l'utilisation du génie de ces informaticiens. Alors, autre lieu, autre entreprise, toujours vous IAI à la manœuvre de l'enseignement de cette intelligence artificielle que beaucoup redoutent, mais qui est salvatrice pour certains aussi. Alors, si nous sommes toujours en harmonie avec la réalisation, le second élément d'enseignement de l'intelligence artificielle, justement, dans une entreprise, dans les entreprises camerounaises. Ils sont 50 responsables au total, venus des différentes institutions publiques qui ont reçu leur parchemin de fonds de formation ce 28 août 2025 en intelligence artificielle. Ils sont issus des ministères de l'enseignement supérieur, postes et télécommunications, finances, forêts et faune et du secrétariat d'État à la défense, ainsi que des représentants de plusieurs universités camerounaises et de l'université inter-État Congo-Cameroun. Le professeur Jean-Paul Mbia, représentant le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, loue cette initiative. On ne doit pas être en retard, il faut rattraper le fil de l'histoire pour ne pas notamment être à la traîne de l'histoire par conséquent. Et à ce titre, il me semble fondamental de partager l'initiative prise par la chaire UNESCO. Cette formation, qui s'est déroulée dans la salle de conférence du Centre national de supervision du RIC et de développement du numérique universitaire de Yaoundé, couronne les efforts et l'engagement de ses responsables qui ont suivi un programme intense durant 2 jours visant à maîtriser les concepts et les applications de l'intelligence artificielle. Armand Claude-Abanda remercie ces institutions pour la confiance accordée à la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC. De nombreuses administrations font partie de ce séminaire. Nous en sommes l'intelligence artificielle soit un outil plutôt qu'un gadget. Les récipiendaires se disent prêts à affronter les défis du monde numérique et expriment leur gratitude aux titulaires de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC. Je suis persuadé que les connaissances que j'ai apprises et les compétences que j'ai pu développer ici pendant les 48 heures vont pouvoir m'aider, vont apporter quelque chose, une plus-value dans mon travail. Je voudrais également saisir cette occasion que vous m'offrez pour exprimer ma gratitude à l'endroit de l'organisateur, M. Armand Claude-Abanda. Les formés sont désormais appelés à édifier les populations sur les défis du monde numérique. Retour sur le plateau, d'avou la parole. Nous sommes toujours
en compagnie de notre invité prestige du soir, Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun. Alors, monsieur le représentant, c'est des lauriers à n'en plus finir pour l'IAI, Institut africain d'informatique, qui, justement, nous avons pu nous en apercevoir, glane au-delà même de nos frontières. Nous avons vu des Congolais formés. C'est une reconnaissance internationale que l'Institut est en train de véritablement prendre, de porter. Est-ce que vous, qui êtes la cheville manœuvrière de cette institution-là, est-ce que vous avez pu, il y a quelques années encore, percevoir cette reconnaissance telle qu'elle s'affirme aujourd'hui? Écoutez, M. Mbaga, nous ne faisons que notre job. En réalité, comme vous le savez, et comme je l'ai souvent dit, la chaire UNESCO d'Afrique centrale a une connotation régionale. Oui. Il s'agit, on va dire, d'étendre. En fait, l'objectif de l'UNESCO, c'était qu'après avoir vu ce qui a été réalisé au Cameroun, avec les projets Opération 100 000 femmes et MIGEF 2035, sous l'accompagnement de notre première dame, la marraine nationale de ces projets, la première dame elle-même, soit dit en passant, qui est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Oui. Donc peut-être qu'on pourrait même entrevoir ça comme ces succès comme étant les siens, c'est-à-dire une émanation de son mandat d'ambassadrice de bonne volonté. Donc en fait, l'idée de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, était de voir comment étendre cette machine extraordinaire qui s'est opérée au Cameroun pour autonomiser les populations, les femmes, les jeunes, les populations dites des couches défavorisées, les sourds-muets, les orphelins, les albinos, les enfants qui sont peut-être taxés de pères inconnus, de malfamés, etc. Donc l'idée était de faire en sorte de ressasser toutes ces populations et de leur donner la possibilité de s'autonomiser par les TIC. Et il fallait donc le faire selon la volonté de l'UNESCO dans la dizaine de pays d'Afrique centrale. C'est pour ça qu'on appelle notre chaire UNESCO d'Afrique centrale. Donc, si vous nous voyez au Tchad, avec la formation des 2000 jeunes Tchadiens. On va l'évoquer dans quelques instants. Vous allez au Congo avec la formation également des jeunes femmes et des jeunes Congolais à l'intelligence artificielle. Vous allez dans plusieurs pays. Cela part de notre job, du job qui a été donné par Madame Audrey Azoulay, et je pense que nous ne sommes même pas encore au dixième de ce que nous avons à faire, parce que nous avons une dizaine de pays, mais pour l'instant, nous avons impacté que 4 pays. C'est encore très peu par rapport à l'objectif escompté. Mais je pense que nous allons continuer petit à petit notre petit bout de chemin. Alors, beaucoup pourraient justement s'interroger sur cette véritable success story, comme disent les anglo-saxons, qui est celle intimement liée à vous en tant qu'Armand-Claude Abanda et justement à l'Institut africain d'informatique et la chaire UNESCO qui en a découlé plus tard. Quels sont les aspects sur lesquels vous avez insisté pour que justement cette vision puisse s'opérationnaliser et se matérialiser? Alors, M. Mbaga, je voulais d'abord vous rappeler que ces succès ne sont pas les succès du seul Armand-Claude Abanda. C'est toute une machine qui y a derrière. Voyez-vous, nous avons 40 centres, avec le centre de Tonga qui vient d'être créé la semaine passée, sous l'encadrement et la demande de M. le directeur général de Sonatrach, qui est une l'élite majeure de Tonga. Avec donc ce centre, les 40 centres que nous avons, c'est un immense foisonnement de formateurs à travers le pays. C'est des centaines de formateurs, pratiquement près de 700 formateurs, qui partent de village à ville, de ville en ville et de village en village pour former les populations jusque là où ils sont. Et évidemment, cela
nécessite beaucoup de difficultés. Cela nécessite beaucoup de moyens, bon, que nous n'avons pas toujours. On essaie de se débrouiller avec le peu qu'on a. Et cela aussi nécessite beaucoup de volonté de ces formateurs. Donc ces formateurs sont des grands acteurs de ce succès. Lorsque je suis allé par exemple en Gossas pour remettre des attestations à 800 femmes et jeunes sous la coupole de son excellence l'ambassadeur du Cameroun au Congo. Lorsque je suis allé à Fumban pour remettre des attestations à 500 enfants sous la coupole de M. le secrétaire général des Relations extérieures, M. Omarou. Lorsque je suis allé à Ambam pour remettre 227 attestations à des femmes sous la coupole du directeur général du budget qui en était, on va dire, l'initiateur avec le CERAC qui a encadré toutes ces femmes durant cette formation. Lorsque j'étais par exemple là aussi dans certaines régions comme Tonga, Garoua, Maroua pour remettre des centaines d'attestations, cela est réalisé par des formateurs qui parfois travaillent dans des conditions très difficiles. Oui. Et je pense que j'ai quand même voulu ce soir leur envoyer un petit coucou pour leur dire que ils ont un rôle à jouer et il faut qu'ils continuent à jouer ce rôle. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils soient autant motivés? On suppose que aller à Ngossas, aller à Fumban, aller à Mbam, parfois c'est pas la première destination souhaitée lorsqu'on est formateur. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils soient autant motivés? Motivation morale, motivation matérielle, sensibilisation, encadrement. De temps en temps, à chaque fois quand vous pensez qu'il y en a qui sont en difficulté, un petit coup de fil du patron va dire celui qui est en train de traverser en moto une route boueuse et dangereuse. On l'a vu dans certains endroits. Donc c'est vraiment une activité formidable qui est en train d'être réalisée par cet ensemble de jeunes qui travaillent d'arrache-pied avec l'amour de leur pays et qui se disent nous faisons ça pour notre pays. Évidemment, avec notre première dame qui suit tous les jours ce que nous faisons, parce que plusieurs fois nous avons constaté que lorsque nous remettons des attestations à tel ou tel endroit, certaines informations lui parviennent par rapport à telle ou telle situation. Alors il pose la question, alors la situation qui s'est passée à tel endroit, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comment peut-on la résoudre? Est-ce qu'il y a une solution que vous proposez? Voyez-vous? Et évidemment, vous sentez que c'est vraiment, comme on l'appelle, une dame de cœur. Tout à fait. Nous le vivons au quotidien. Oui. On le voit bien. On voit bien que la première dame, malgré tout ce qu'elle a fait comme ces multiples occupations, elle s'occupe des jeunes, des femmes, de ceux qui souffrent. Rappelez-vous lorsque je suis allé former les sourds-muets en Kormobanga. Mais je peux vous assurer qu'elle a encadré cette formation de sourds-muets, au point d'ailleurs qu'elle a demandé à Madame le ministre des Affaires sociales d'aller la représenter pour que ces sourds-muets sachent qu'ils sont suivis par la marraine nationale, suivis par la première dame. Et je pense que tout le monde a vu qu'ils ont eu des cadeaux. Ils ont eu d'ailleurs 2 grosses biwattes qui leur ont permis d'avoir la lumière en permanence. Donc cela veut dire que des sourds-muets qui ne parlent pas, qui ne voient pas, mais au moins il faut qu'ils aient la lumière. Et ça a été vraiment très beau, cette action de Madame Chantal Biya pour ces sourds-muets. Et il y a beaucoup d'autres exemples qui ont pu voir manifester cette générosité de la première dame. Et je crois que ce n'est que du tout bonus pour nous, parce que lorsque nous allons former et que en parallèle la première dame apporte des appuis aux populations formées, ça fait du bien.
Ça fait du bien, comme quoi on peut allier technologie et générosité. Absolument. Lorsqu'on est la première dame, Chantal Biya du Cameroun. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, on va justement, puisque nous évoquons le rayonnement à l'international de l'IA Cameroun, aller du côté du Tchad, où justement vous avez été accueillis avec beaucoup d'effervescence lorsque vous avez formé de nombreux jeunes Tchadiens justement à l'utilisation de l'outil informatique. Suivons et on revient tout de suite après. Les audiences du pacton de l'IAI Cameroun font suite à une formation de 2000 jeunes Tchadiens en intelligence artificielle initiée par la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC. Au cœur des échanges avec le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, une volonté commune s'est dégagée, celle de renforcer le partenariat entre la chaire UNESCO et le Sénat afin de garantir un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication pour tous et d'arrimer le personnel à la modernité en l'ouvrant aux outils numériques et aux innovations technologiques. L'objectif était de voir dans quelle mesure proposer une convention de partenariat entre la chaire UNESCO d'Afrique centrale et le Sénat pour arrimer cet important organe de l'État à la modernité. Comme vous le savez aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dans toutes les bouches. De même, l'audience avec le maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye, a permis d'explorer les possibilités de collaboration au niveau local. Les discussions ont porté sur la création d'un environnement favorable à l'innovation, à la création d'emplois et au développement économique durable. De nos jours, la question de l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations des familles, des jeunes, des professionnels et des entités publiques. Nos jeunes s'intéressent à cette question, certains la méconnaissent, d'autres ne savent pas très bien la manipuler. Et pourtant, c'est un outil indispensable qui pourrait faire exploser notre économie et tous les secteurs d'activité de notre pays. Alors que cette initiative vienne à point nommé. Ces audiences et la formation de 2000 jeunes en intelligence artificielle constituent une étape significative dans le développement numérique, local et inclusif du Tchad. Retour sur le plateau, d'avou la parole, nous observions, monsieur le représentant résident de l'IAI au Cameroun, justement, votre déploiement du côté du Tchad. Là-bas aussi, l'attente est grande et surtout le besoin pressant de formation en intelligence artificielle et même en informatique. L'engouement est extraordinaire. Je pense, je revois encore ce jour où nous avons lancé officiellement ce programme avec quasiment la totalité, la quasi-totalité du gouvernement, de très très nombreux généraux et une salle des actes du ministère des Affaires étrangères du Tchad archi pleine. Oui. Je peux vous assurer que ça fait quelque chose. C'est-à-dire, en fait, vous vous posez la question, alors tous ces gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, est-ce que nous allons être en mesure de... Justement, c'est la question. Est-ce que la pression ne sera pas trop grande? Est-ce que la pression... Oui, en fait, je voulais dire, est-ce que nous allons vraiment être en mesure de leur donner satisfaction à la fin de la formation? Dieu merci. On a bien vu que les formateurs de la chaire UNESCO que nous avons ramenés du Cameroun étaient extrêmement compétents, outillés et avaient des arguments très forts dans la pratique. Et on a bien vu que beaucoup d'entre eux voulaient déjà tout de suite réaliser des activités productives de revenus en appliquant ce qu'ils avaient pu apprendre. Et évidemment, l'engouement était tellement grand, il faut le dire, hein, ce projet est venu de la vision du ministère de l'économie numérique du Tchad, parce que c'est monsieur le ministre, Dr Boukar, qui a voulu faire valoir la vision du chef d'État tchadien pour mettre en exergue, mettre en œuvre ces potentialités pour les jeunes. Et je crois que ça a bien marché, ça a bien fonctionné, parce que dès la fin de la formation, j'ai reçu l'information que monsieur le président du Sénat allait me recevoir. Et vous, d'ailleurs, nous venons de le voir en image. C'était encore un autre moment
très fort, avec beaucoup d'émotion, de se retrouver devant la deuxième personnalité de l'État tchadien. Et ça, c'était quelque chose d'important. Vous avez vu qu'il voulait, le président tchadien veut moderniser, arrimer le Sénat et les collectivités décentralisées, parce qu'en réalité, il avait bien dit, c'est pas seulement les organes centraux du Sénat, mais aussi les collectivités décentralisées du Sénat, les structures régionales qui doivent, que d'ailleurs le Sénat représente, qui doivent être modernisées et d'en faire en sorte que cela puisse optimiser le rendement politico-économique de l'action du Sénat. Et je pense que nous allons d'ailleurs repartir bientôt au Tchad. Ils nous ont envoyé quelques signaux il y a quelques jours pour aller mettre en œuvre cette action. La mairie du Tchad, la mairie de N'Djamena, pardon, a exprimé également ce besoin, puisque le maire central, le maire de la ville de N'Djamena, nous a également reçu pour voir comment est-ce que la chaire UNESCO peut accompagner cette mairie. Et je crois que ce n'est qu'une bonne chose. Et cela montre aussi que le Cameroun, faut quand même dire que la chaire UNESCO a pour siège Yaoundé, la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Mais elle s'exporte plutôt bien. Non, mais je pense que l'expertise camerounaise s'exporte plutôt bien, oui. Et ils sont satisfaits de ce qui se fait ici. Et c'est une autre raison pour nous de féliciter le système éducatif camerounais, parce que lorsque vous avez des experts camerounais qui s'exportent dans d'autres pays et qui rendent satisfaction, ça veut dire que c'est leur formation qui a été excellente. Alors, un autre aspect qui justement interpelle lorsque l'on évoque la chaire UNESCO et même de façon plus globale l'IAI Cameroun, c'est justement les produits, la qualité de vos produits, puisque beaucoup s'interrogent souvent après avoir été ingénieur ou alors diplômé de l'IAI, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que à ce niveau-là, vous avez un retour sur justement les parcours de vos produits à Manco d'Abanda? Que deviennent ceux qui sont sortis de notre prestigieuse école qui est l'IAI Cameroun, et accessoirement aussi ceux qui sont formés à la chaire UNESCO Afrique centrale ACTIC? Alors, commençons par l'IAI. Nous avons fait quelques statistiques. Chaque année, nous voyons qu'à peu près la moitié des étudiants sortis de l'IAI profitent des opportunités partenariales que nous avons avec l'international. Donc la moitié des étudiants sont inscrits dans des universités et grandes écoles européennes, américaines, canadiennes et africaines. Ils vont continuer leurs études dans ces structures, ces universités partenaires. Et de l'autre moitié, il y a une bonne partie qui sont absorbés par le tissu industriel camerounais. Et on va dire l'autre moitié, il y a peut-être 3/4 qui créent leurs entreprises. Beaucoup d'entre eux ont créé des entreprises. Et donc, je pense que on peut dire qu'on est globalement satisfait, même si tout n'est peut-être pas parfait. Mais on peut dire que nous sommes globalement satisfaits de ce qui se réalise, et l'intelligence artificielle va leur donner encore plus d'arguments pour davantage s'autonomiser par leur création individuelle, qui peuvent leur donner plus de possibilités vraiment d'avoir de quoi vivre. Maintenant, au niveau de la chaire UNESCO, comme je le disais tantôt, nous devons former des experts sur l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité. Parce que ces trois éléments vont ensemble. Déjà, l'intelligence artificielle, le big data vont ensemble. Le big data, l'intelligence artificielle a besoin du big data parce que les applications ont besoin des données pour donner des résultats, donner des analyses aux décideurs. Et évidemment, la cybersécurité également, aujourd'hui, joue un rôle très 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 important. Tout à fait. Et puise beaucoup dans les données. Est-ce que vous savez aujourd'hui que rien n'est plus caché? Alors, vous sortez de chez vous avec les technologies radiosatellitaires, avec
les applications de l'intelligence artificielle et en tenant compte des techniques des pointeurs. Vous savez, vous pouvez être suivi, on peut vous voir partout où vous allez, même si vous n'avez pas votre téléphone. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aujourd'hui parce que la recherche des applications sur l'intelligence artificielle, notamment en matière de sécurité, va extrêmement vite parce que elle fouille dans dans une très grande partie des données que nous avons dans les, on va dire, au point de vue des déplacements humains. Par exemple, on peut se rendre compte que dans telle région du pays, il y a des mouvements de bœufs, il y a des mouvements de population de nomades, il y a un certain nombre beaucoup de voitures qui passent à un moment donné. Alors on va se dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc les pointeurs de nos applications sur l'IA vont aller rapidement voir ce qui se passe et donner l'information. Et donc, pour ceux qui pensent qu'ils sont cachés, qui commencent à se dire qu'il faut faire tout pour éviter de faire du mal, faire tout pour éviter de poser de mauvaises actions, parce que on aura toujours l'information de ceux qui font ceci ou cela, et je pense qu'il y aura moins de difficultés à rechercher des malfaiteurs. L'heure où l'intelligence artificielle, l'heure arrive où l'intelligence artificielle va permettre de détecter de façon quasi automatique les voleurs, les bandits, tout ce qui crée des actes néfastes à la société. Et je pense que ça aussi c'est une bonne chose. Ça va permettre que ceux qui font du mal sachent qu'ils ne seront plus cachés et qu'ils cessent de le faire et se disent nous devons changer d'attitude pour chercher à gagner notre vie autrement. Alors, à Manclo Dabanda, on nous signale que de nombreux chefs d'entreprise nous suivent en ce moment et justement, ils aimeraient savoir en une ou deux phrases, que gagne-t-il à recruter un étudiant, un produit de l'IAI par rapport à un produit d'ailleurs? Que gagne-t-il de façon spécifique? Alors, je peux d'ailleurs vous signaler qu'en ce moment, il y a une grande campagne de recrutement des étudiants de l'IAI. Déjà, avant-hier et hier, le personnel de Camtel était là pour interroger, en fait, pour passer des entretiens à de très nombreux étudiants, une soixantaine d'étudiants. Il y a d'autres entreprises également qui le font régulièrement. Alors, s'ils viennent de temps en temps comme ça, c'est parce que ceux qui y travaillent déjà ont donné satisfaction. Et je dois vous dire que le système IAI a une recette qui est, à mon avis, magique, que d'autres écoles devraient copier. Parce que vous avez, sur 3 ans, vous avez une année d'études où les fondamentaux sont enseignés aux étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des matières assez fondamentales, les mathématiques, les circuits logiques, l'arithmétique, tout ça, donc qui donne une certaine capacité de scientifique à l'enfant. Et en deuxième année, on va beaucoup plus dans la pratique. Il y a un stage en entreprise de 4 mois au terme duquel l'enfant il est évalué et la note du stage a un bon coefficient dans la note globale de deuxième année. Et en troisième année, il repart en entreprise pour faire 3 années. Donc vous voyez que sur un cursus de 3 ans, il fait 7 mois en entreprise. Maintenant, à côté, nous avons beaucoup de partenaires qui prennent nos étudiants en stage académique. Il y en a qui vont même en France, qui vont au Maroc, en Tunisie, au Gabon, dans beaucoup d'autres entreprises partenaires. Il y a, par exemple, justement, je parle encore de Camtel, le port autonome de Kribi, port autonome de Douala, etc., qui prennent systématiquement les étudiants, beaucoup d'étudiants en stage académique. Et cela permet donc aux étudiants de se voir à la fin de leur cursus opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont recrutés, ils n'ont plus vraiment besoin de cette grande période d'adaptation en milieu
professionnels. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Et à côté de cela, nous leur donnons aussi une culture de l'entrepreneuriat. Et je pense que vous connaissez bien notre slogan, un étudiant, un projet, une entreprise. Tout à fait. Et je pense que ça, il le récite par cœur à longueur de l'année, à longueur d'année. Donc, je crois que le système IAI qui a été créé par les chefs d'État africains de l'OCAM le 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, ancienne appellation de N'Djamena. Oui. C'est un système qui a fait de bons produits. Partout en Afrique, les plus grands informaticiens africains sont des produits de l'IAI. Moi-même, je suis un produit de l'IAI. Un excellent d'ailleurs. Lorsque nous avons d'ailleurs passé notre concours, nous étions des milliers de candidats pour 4 places. Alors vous voyez, c'est un concours qui était extrêmement sélectif. Et je crois que il était sélectif parce que à l'époque, la scolarité coûtait cher. La scolarité est prise en charge par les États. C'était 3 millions de francs par an que les États payaient pour nous, les étudiants à l'époque. Actuellement, c'est, je crois, 2 500 000. Donc, vous comprenez que la formation d'un informaticien coûte cher et il faudrait qu'on puisse en former davantage malgré que ça coûte cher pour que nous puissions avoir la possibilité de développer ce capital humain qui pourra booster la création de richesses dans notre pays. Merci Armand Claude Abanda d'avoir rassuré les nombreux chefs d'entreprise qui justement savent désormais que prendre un étudiant de l'IAI, c'est prendre quelqu'un d'extrêmement bien formé, mais surtout opérationnel tout de suite, puisqu'au cours de sa formation, il a été au contact de la compétitivité qui existe bien évidemment. D'ailleurs, j'allais oublier, oui, très rapidement. Oui, très rapidement, en termes d'opportunités concernant l'intelligence artificielle, nous avons lancé un concours, la chaîne UNESCO oui. a lancé un concours pour des licences et masters en cybersécurité, big data et intelligence artificielle le 4 octobre. Donc je pense que ceux qui veulent devenir des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle n'ont qu'à se connecter sur le site de la chaîne UNESCO Share, donc pour qu'ils puissent vraiment se former utilement et faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup d'experts qui puissent créer des IA africains dans un contexte africain. Merci Armand Claude Abanda. Mesdames, Messieurs, on va prendre un léger break et on sera rejoint plus tard par Nadège Yougain qui viendra cette fois-là avec les questions des internautes. A tout de suite.
Retour sur le plateau, dans vous la parole. On va justement essayer de redescendre un peu avec Nadège Jouguin qui justement porte la voix des internautes sur ce plateau. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. C'est vrai qu'ils sont nombreux à réagir sur nos différentes plateformes. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit justement questionnant ou alors en question en rapport avec notre invité Prestige du soir? Bonsoir Excellence et bienvenue chez nous, chez vous, une fois de plus. Comment Nadège, vous allez? Exact. Okay. Comment vous allez Excellence? Ça va bien. Alors le principe de la rubrique est simple. Appréciez les questions proposées par les internautes. On y va. Alors Excellence, on vous a vu à Tonga arborer une tenue traditionnelle. Oui. Avez-vous été intronisé? Je pense que j'ai été anobli. Intronisé, je ne sais pas, mais j'ai été anobli. Et je pense que je suis tellement fier de cet anoblissement parce que c'est un signe d'adhésion de la population, un signe d'adhésion de la chefferie traditionnelle. Et quand vous savez ce que représentent les chefs traditionnels dans notre pays, je pense que on peut dire que ça fait un peu, ça donne un peu lieu de penser à une sorte de bénédiction. Et même de gratitude pour le travail que nous essayons de faire au nom du couple présidentiel. Et je pense que j'ai bien ressenti cette fierté-là et je suis fier d'être aujourd'hui un notable Tonga. Comme je suis d'ailleurs notable dans une vingtaine de chefferies traditionnelles de l'Ouest, une dizaine de l'Amida de Septentrion et de quasiment toutes les chefferies de la région de l'Est. Et bon, et je pense que j'ai également eu un certain nombre d'anoblissements au sud du pays, au centre, avec les chefs du Fundi, les chefs traditionnels du Fundi, avec les chefs du sud. Cela s'était passé à Efoulan, une localité pas loin des Bolova. Il y a aussi la chefferie des Bebda, qui également m'avait anobli. Je pense que tout ça me fait plaisir parce que c'est toujours des surprises. Donc chaque fois que j'ai eu ces anoblissements, je n'étais pas au courant. C'était une surprise en pleine cérémonie. Alors j'entendais le protocole dire nous allons porter en torse ce programme. La chefferie traditionnelle demande qu'on porte en torse ce programme pour un événement spécial. Et puis à un moment donné on m'appelle et puis j'ai toujours cette surprise là. Mais j'en suis heureux et je pense que c'est bien aussi de savoir que le travail qu'on fait est reconnu par les populations. Et justement, quelle place accordez-vous à la tradition? Ben, la tradition, pour moi, est le fondement même de la culture, le fondement de nos civilisations. Parce que, en réalité, ce sont les chefs traditionnels, comme on dit souvent, qui sont les gardiens de nos traditions. Et donc, il faut leur donner un rôle important. Et moi, j'étais bien content lorsque le chef de l'État, dans un de ses discours, les avait bien reconnu cela. Il leur a donné une place plus grande dans la vision de notre société en matière de célébration des icônes. Parce que ces chefs traditionnels sont de véritables icônes, parce que ce sont des guides de la société. Ce sont des guides et des personnalités qui aident à conserver les traditions qui ont été léguées par nos ancêtres. Parce que regardez un peu ce qui se passe dans la région de l'Ouest. Vous n'allez pas, vous allez voir à quel point les chefs traditionnels accompagnent la conservation de la civilisation de la chefferie, de la civilisation bamileke. Et je pense que c'est un très bel exemple à l'Ouest. Moi, personnellement, j'ai vu que les populations de l'Ouest ne s'amusent pas avec leur chefferie traditionnelle. Et c'est bien. Il faut que cela soit comme ça partout. Et que on donne de l'importance à la chefferie traditionnelle, comme a bien voulu le faire le président Paul Biya il y a quelques années dans l'un de ses discours. D'accord. Excellence, vous êtes très actif au Cameroun, dans certains pays africains et européens, on a envie de dire. Que recherchez-vous exactement?
Je fais mon job. Comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Mbaga, je fais que mon job. Mon job, c'est de former les populations, les femmes, les jeunes du Cameroun et de la sous-région. Et bien évidemment, donner la possibilité à ceux qui n'ont pas la chance de financer une formation en informatique, d'en avoir une gratuitement. Je dois d'ailleurs vous rappeler que nous sommes avec les 227 femmes et jeunes formés en BAM. Nous avons atteint exactement 985 002. On est au numéro 985 002 personnes formées. Donc, il faut 15 000 personnes pour atteindre 1 million. Et là, je crois que avec ce qui a été réalisé par le directeur général de Sonatrel à Tonga aussi, on va pouvoir augmenter la capacité de formation en nombre, en qualité, en quantité. Je dois d'ailleurs vraiment dire merci à M. Mbemi qui fut notre ancien préfet dans la Mofo Famba et qui a été de tous nos combats pour avoir déjà les 5 hectares de terrain que nous avons eu, pour avoir pour avoir la route bitumée que nous avons eue. Et nous avons vu que le campus de Tonga qu'il a construit, il a offert, il a mis à la disposition de l'IAI pour la jeunesse camerounaise, comme le souhaitent évidemment les plus hautes autorités camerounaises. Et je pense qu'il faut lui adresser un véritable coup de chapeau. Alors, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO. À quoi renvoie l'expression chaire? Alors, il faut beaucoup, vous avez raison de poser la question parce que, enfin, l'internaute, parce que je crois que vous transmettez les questions des internautes. En fait, une chaire UNESCO, c'est d'abord une université. C'est une université créée par les Nations Unies. Et il y en a comme ça 900 dans le monde. Il y a 900 chaires. Lors de la réunion que nous avons eue à Paris, au siège de l'UNESCO, du 2 au 5 septembre, nous étions un peu plus de 900 chaires, 900 titulaires de chaires, qui sont venus réfléchir sur la nouvelle façon de faire, entre guillemets, la nouvelle façon de traiter les systèmes éducatifs avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va changer les systèmes éducatifs. Il faut qu'on s'y prépare. Il faut que nous puissions former les jeunes à cela, que nous puissions former les enseignants, les maîtres, les professeurs d'enseignement secondaire, les professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université aujourd'hui qui ne savent pas encore utiliser l'ordinateur, qui ne savent pas encore utiliser l'intelligence artificielle. Il faut donc qu'on puisse arriver à former tout le personnel éducatif afin qu'il soit apte à accueillir cette nouvelle technologie. Amanko Dabanda, êtes-vous apolitique? Vous avez déjà vu qui soit politique. Je pense que chacun de nous a toujours une vision politique. D'ailleurs, il y a un adage qui dit si vous ne faites pas la politique va vous faire. Donc il faut toujours être présent partout où on parle de l'évolution de la société. La politique traite de cette évolution de la société, de cette façon de cette capacité de façonner la société en trouvant souvent des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis pour sortir, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le développement de ce pays? C'est une place qui devient primordiale aujourd'hui et qui demain sera incontournable. Et ça, c'est ce que je peux dire. Et je voudrais que vous me permettiez de dire aux grands acteurs de nos pays qu'il faut qu'ils prennent cette affaire-là au sérieux. Il faut former les masses. Moi lorsque j'envoie des offres de formation à des ministères, à des sociétés d'État, à des sociétés privées. Parfois, c'est plus les sociétés privées qui répondent. Mais il faut bien que les départements ministériels puissent
s'y intéresser. Nous avons vu plusieurs personnels, par exemple le ministère de l'économie, qui a formé déjà 50 cadres. On a vu également le ministère des Finances à travers la direction générale du budget, la direction générale des impôts qui nous a interpellés pour un accompagnement. Il y a quand même quelques ministères qui sortent du lot quand même, et je pense que c'est bien de le dire, et cela permet de faire savoir ceux qui traînent encore les pas, d'être incités à le faire, à travailler très vite dans ce sens-là. Merci Nadège pour justement ces questions des internautes que vous avez d'ailleurs brillamment relayées sur ce plateau. Et je dois d'ailleurs aussi dire que, si vous me le permettez, pour répondre à cette question, nous avons vu quand même qu'il y a beaucoup de belles initiatives du ministère des Postes et des Télécommunications pour encadrer les jeunes. Dans ce domaine de l'intelligence artificielle, on a vu plusieurs séminaires qui ont été organisés pour les encadrer, pour qu'ils prennent conscience des bienfaits et du mauvais côté de l'intelligence artificielle. Je crois que ça aussi, c'est important de le dire. C'est une action qui doit être appréciée, cette action venant du ministère des Postes et des Télécommunications. Bon week-end, Nadège. Bon week-end. Nous, on va prendre une brève transition pour revenir après en compagnie toujours de notre invité prestige sur le plateau pour évoquer un aspect importantissime du parcours de Armand-Claude Abanda et même de l'IAI, de la chaire UNESCO, évoquer justement ce rapport étroit avec le président Paul Biya. On revient tout de suite après. Nous sommes toujours sur À vous la parole. Nous sommes toujours en compagnie de Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO Afrique centrale Accès TIC. Je l'ai dit, je l'ai annoncé, nous allons évoquer dès à présent justement un quasi parrain pour l'histoire qui est la vôtre. Je parle là du président Paul Biya, que nous avons baptisé architecte du développement numérique. Armand-Claude Abanda, beaucoup s'interrogent justement de cette proximité que vous avez avec le très haut niveau au Cameroun. Quand je dis haut niveau ici, on parle évidemment du couple présidentiel qui accompagne, qui soutient, qui quelquefois, vous l'avez d'ailleurs vous-même révélé sur ce plateau, s'inquiète et oriente les directions qui sont prises par vous au niveau de l'IAI et au niveau de la chaire UNESCO. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler votre premier contact avec l'onction présidentielle? Alors, je pense que cette onction présidentielle s'est manifestée lorsque je viens au Cameroun pour déposer la lettre de demande d'une création, de la création d'une représentation nationale de l'IAI, qui devait donc être alors la toute première représentation de l'IAI hors du Gabon. Et lorsque j'arrive au cabinet civil, je dépose dans ce courrier et je n'ai pas de téléphone. Donc on a demandé mon contact.
j'ai heureusement donné le contact d'une cabine téléphonique qui était où j'avais des habitudes. Oui. Et 3 jours après, en face du CRADAT, j'ai été appelé pour dire que vous avez reçu un appel et il faut rappeler à ce numéro. Donc j'ai rappelé, c'était le cabinet civil. Et je suis allé, et lorsque j'ai ouvert le courrier qui m'a été tendu, j'ai vu une lettre signée du directeur du cabinet civil de l'époque qui commençait par « J'ai le plaisir de vous informer du très haut accord du chef de l'État ». Alors là, c'était vraiment la première onction qui vraiment m'a donné on va dire, le plus grand plaisir de ma vie. Parce que franchement, je me représentais comment le chef de l'État était en train de me répondre. Moi, le petit moi. Oui. De me répondre et de dire oui à ma demande. Et ça, c'était quelque chose vraiment d'important. Alors, l'autre deuxième grand signal d'onction, oui. C'est lorsque nous étions à Dragage et on payait le loyer 14 400 000 par an. Le bailleur arrive un jour et dit désormais ce sera 25 millions, donc pas du simple au double. Oh là là. Comment je vais faire? Je n'avais pas d'autre choix que de demander le secours du président. Donc j'ai écrit au chef de l'État pour demander un campus moderne au profit de l'IAI. Oui. Je n'avais pas d'autre choix. Et quelques jours après, je reçois une réponse favorable au signé du directeur du cabinet civil de l'époque, le ministre Beloken, qui dit j'ai l'honneur de vous informer du très haut accord du chef de l'État pour un campus moderne au profit de l'IAI. Voyez-vous, là c'est une deuxième mention, un deuxième signe d'onction qui vient me montrer que le président de la République est vraiment un accompagnateur de l'action que nous voulons déployer. Et donc le campus a été réalisé, a quand même mis 2 ans. On était en 2006 et en 2008. Donc c'est le ministre Luc-Paul Motazé que je vais rencontrer pour qu'il puisse nous aider à faire exécuter les hautes institutions du chef de l'État, ce qu'il a fait tout de suite. Et donc nous avons, grâce à on va dire quoi, à la machine qu'il a mis en place, pilotée par l'ancien conseiller technique Isaac Tamba, qui est devenu par la suite directeur général de l'économie, donc qui a fait construire le campus. Et maintenant, le campus est construit pour toutes ces bonnes œuvres. J'ai l'idée de demander au président, par une lettre, que le campus porte son prestigieux nom. Mais on me dit, lorsque je vais reposer ma lettre, on me dit que le président n'a jamais accepté qu'un édifice porte son nom. Donc votre lettre va rentrer avec vue. Alors j'insiste et on dépose ma lettre. Quelques jours après, nous recevons une autre lettre qui dit le président a marqué son très haut accord pour que votre campus porte son nom et qui s'appellera désormais Centre d'excellence technologique pour l'UIA. Nous sommes au 3e signal. 4e, le jour de l'inauguration du campus. Alors, je propose au président de la République de décorer 4 personnalités. Le ministre Charles Mba, ancien ministre des Finances du Gabon, Alex Bena Bongondimba, ancien PCA du Gabon, le docteur Brahim Adama Fall, ancien directeur général de l'IAI, qui m'avait envoyé au Cameroun, un Sénégalais, et puis le ministre Roger Melingui, qui a été ancien PCA de l'IAI. La lettre va au palais, et puis un collaborateur du chef de l'État m'appelle, il me dit que Monsieur le Président de la République a demandé que vous repreniez la lettre et vous ajoutez votre nom. Et que l'intéressé ajoute son nom. Alors je comprends que l'intéressé c'est moi. Donc j'ajoute, je reprends la lettre et j'ajoute mon nom à la fin de la liste. Et je renvoie au palais. Le lendemain, je suis devenu officier de l'ordre de la valeur. Et c'est
c'est cette médaille que j'ai jusqu'à ce jour. Ça fait d'ailleurs plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai eu cette médaille. Donc je pense que on va s'arrêter là en termes de signaux. Oui. En fait, c'est pour vous dire que le président de la République a été un véritable accompagnateur de l'action présidentielle. D'ailleurs, c'est lui qui autorise son épouse à accompagner les projets sociaux, MIGEF et opération 100 000 femmes. Donc vous comprenez que le président est resté fidèle dans ces triptyques éducation, jeunesse et numérique. Vous savez, l'IAI c'est la jeunesse, l'IAI c'est le numérique, l'IAI c'est l'éducation. Alors on aurait pu ne plus vous poser la question puisque vous y avez quasiment partiellement répondu, mais pour ceux qui justement observent votre parcours comme une success story, est-ce qu'à l'époque vous vous dites, vous êtes né sous une bonne étoile, ou tout à l'heure, le président Paul Biya, lui, avait déjà vu la portée du numérique dans le Cameroun qu'il était en train de bâtir? Il avait déjà vu cette portée du numérique, parce que je me rappelle, en 2000, lors d'un de ses discours, je pense aux Nations Unies, il avait déjà dit que l'Internet est une chance pour l'Afrique. À l'époque, qu'on ne parlait pas encore d'Internet, hein, on parlait encore des autoroutes de l'information. Voyez-vous? Donc il avait déjà perçu ça, qu'il faut qu'on s'intéresse à l'Internet. Oui. L'Internet est une chance pour l'Afrique. Et voyez-vous, dans ses nombreux discours, hein, il a très souvent parlé du numérique, du digital. Souvenez-vous de cette phrase historique, hein, le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Ça veut dire que vous qui traînez le pas, il faut y aller. Il ne faut plus hésiter, il faut travailler, il faut vous former en informatique. D'ailleurs, dans ce même discours, il avait dit qu'il faut qu'il y ait plus d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique. Et je pense qu'il est resté fidèle à sa vision. Amanklo Dabanda, vous avez évoqué l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya, qui justement accompagne aussi de façon claire le déploiement qui est le vôtre. On vous a vu du côté de Ambam dans le thème, justement, pour matérialiser la vision présidentielle. On va prendre cette séquence et revenir tout de suite après pour quelques commentaires. Nous sommes en haut, oh yeah. Nous sommes en haut, nous sommes en haut, yeah. Avec le courant, nous sommes en haut, oh yeah. Nous sommes en haut, nous sommes en haut, yeah. Avec le goudron, nous sommes en haut, oh yeah. Nous sommes en haut, nous sommes en haut. Cette chanson exprime la joie exubérante qui anime les femmes du département de la Vallée du Thème ce 16 septembre 2025. L'uniforme fièrement arboré par celle-ci, les pas de danse et les chants d'allégresse sont orchestrés sous signe de satisfaction pour la formation reçue en informatique par le canal de l'IAI Cameroun. Merci à Maman Chantal Biya. Le geste de la première dame pour Ambam, pour les femmes d'Ambam, est vraiment arrivé à bon point parce qu'on voit qu'elles elles ont un immense engouement. D'ailleurs, leur engouement a fait que tout à l'heure dans la salle, que je puisse, sur leur demande, promettre un centre IAI Cameroun Ambam. Et je pense que dès que les autorités d'Ambam vont nous donner un local, on viendra créer un centre ici. Dans une durée de 2 semaines de cours à accélérer, jeunes filles et femmes rurales de la Vallée du Thème, pour un total de plus de 350 apprenantes, sont outillées sur plusieurs modules en informatique. Cette formation a commencé le premier. Nous avons passé 2 semaines. Par jour, on faisait 2 heures de temps. Pendant cette période de 2 heures de temps, nos professeurs nous ont appris beaucoup de choses. Comment manipuler l'ordinateur, comment faire entrer sur Excel, sur Word, comment calculer les formules sur Excel. La remise des parchemins se déroule ce mardi 16 septembre 2025 en présence des autorités administratives, politiques, municipales et traditionnelles du département de la Vallée du Thème et des dames, membres du Cercle des Amis du Cameroun, CIRAC, dans une ambiance de profonde gratitude. Merci maman, merci, c'est vraiment un avantage et un atout pour nous vraiment, merci beaucoup. À nous jeunes, de pouvoir ouvrir d'autres opportunités pour nous. Donc je suis heureuse en ce jour et je dis vraiment merci.
On se sent bien. J'aimerais remercier Madame Chantal Biya de nous avoir offert cette opportunité. Ça va vraiment beaucoup nous aider dans nos vies. Merci Maman Chantal Biya. Cet engouement immense est donné à ces femmes rurales qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'aller plus loin, qu'elles puissent être en mesure d'optimiser leur production par les TIC. Et je pense que vous voyez vous-même comment elles sont si heureuses, elles sont en joie. C'est un grand jour pour Ambam. Des remerciements qui découlent de l'application effective de l'opération Minjef 2035 placée sous l'impulsion de la première dame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et implémentée sur le terrain par Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO Afrique centrale Access TIC. Armand Claude Abanda, on vous a senti quelque peu ému, très ému à l'observation de ces images. Oui, oui. Est-ce que vous-même, avec le recul, vous pensiez arriver à un si grand nombre de personnes? Jamais, j'avais jamais eu l'idée seulement que je pouvais arriver à ce point. Parce que franchement, lorsque je vois le chiffre 985 000 en 10 ans seulement, je me dis c'est quand même quelque chose d'important qui a été réalisé. Et c'est pourquoi je ne cesse de féliciter nos nombreux formateurs, parce que c'est d'abord leur travail. Oui, oui, c'est eux qui sont sur le terrain chaque jour, parfois avec des conditions difficiles. On essaye de les encadrer, de leur donner le courage de continuer. Même quand il n'y a pas de moyens, on pousse, on essaye de leur montrer que nous travaillons pour la patrie. On travaille pour notre pays, pour que le capital humain sur le plan technologique soit demain le modèle qui va booster notre économie, qui va booster le développement de notre pays. Et je pense que le contact passe très bien, le message passe très bien, et tout va bien. Et je voudrais simplement qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour la formation en informatique, parce que plus les gens seront outillés sur le plan informatique, plus ils vont maîtriser les données digitales, aussi bien dans la médecine, dans l'enseignement, dans l'architecture, partout aujourd'hui on utilise l'environnement digital. Regardez un peu le matériel médical qui arrive aujourd'hui, les scanners, tout ce matériel est réalisé sur la base de la culture digitale. Et malheureusement, parfois même, il manque justement de l'expertise pour utiliser le matériel. C'est pour ça qu'il faut former les médecins, par exemple. Les infirmiers, ils doivent être formés à l'utilisation de l'environnement digital pour qu'ils puissent maîtriser les outils digitaux. Regardez, par exemple, lorsque un matériel arrive, si un médecin ne sait pas utiliser l'outil informatique, il aura du mal à utiliser ce matériel. Et ce matériel peut-être ne servira pas, n'aura pas on va dire, ne donnera pas les résultats attendus par rapport à l'investissement qui aura été fait par l'État. Donc je pense qu'il faut former, sur le plan de la santé, il faut former les infirmiers, le personnel soignant, les médecins. Au niveau de l'éducation, il faut former les formateurs, les maîtres, les enseignants du secondaire, les professeurs d'université, et même dans dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, il faut former les gens aux techniques leur permettant d'utiliser le digital pour optimiser leur production. Et c'est comme ça qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire dont on a tant besoin. Alors, là-bas, symbolique des 1 million de personnes formées, Armand Claude Abanda, est-ce que vous ne serez pas un petit peu essoufflé? Parce que ça fait quand même un moment que vous êtes sur la route. Motivés, nous sommes hyper motivés, et je pense que ces femmes-là, vous avez vu comment elles sont contentes, mais elles nous font chaud au cœur, et c'est ça qui crée l'émotion, c'est ça qui donne envie d'aller plus loin, et ça c'est quelque chose, franchement, qui montre qu'on est utile à la population. Lorsque nous allons former parmi les sourds-muets, vous voyez qu'on vous dit que ces 200 jeunes-là sont sourds et muets. Et comme on ne connaît pas utiliser la technologie pour former les sourds-muets, on forme leurs formateurs, leurs encadreurs, pour qu'à leur tour, ils leur apprennent à utiliser l'outil informatique. Et le jour
où on vient les évaluer, on voit qu'ils font des choses extraordinaires. Je crois que ça fait un immense plaisir. Et je pense que moi, je suis passionné par ce job-là. Et je pense que c'est un bon job. Il faut que Dieu me donne la force de continuer encore un peu à faire ce job, parce que les joies des femmes dans les villages, les mamans qui sont formées et qui vous accueillent avec beaucoup de plaisir, parce que ils sont contents d'avoir même eu un parchemin, oui. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais eu un diplôme. Ils sont contents d'avoir appris la technologie, et maintenant avec l'intelligence artificielle, ils voient concrètement et de façon directe ce qu'ils peuvent faire. Avec la plus-value dans leur vie de tous les jours. Ben voilà, donc je crois, d'ailleurs je vais vous raconter très rapidement l'histoire de quelqu'un dans mon village qui avait eu une chute et s'était blessé. Alors la plaie a eu du mal à être soignée pendant 2-3 semaines, elle ne guérissait pas. Et puis on lui a posé la question, est-ce que ton intelligence artificielle marche bien, non? Tu utilises ChatGPT et tout ça. Il dit, oh, ça va, de temps en temps, je regarde. Bon, allez, essaie de l'interroger. Dis-lui ce qui s'est passé avec cette plaie. Et il a posé la question. ChatGPT lui a dit, ben, montre-moi un peu, filme-moi la plaie. Oui. À ce point-là? Il a filmé la plaie, il a filmé la plaie, et puis après il dit la couleur de cette plaie, la couleur blanchâtre de cette plaie donne l'impression que c'est une infection qui est peut-être, il faut nettoyer la plaie à grande eau et puis mettre je sais pas quoi. Et puis 2 jours après, la plaie a été guérie. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est pas qu'on m'a raconté. Oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut avoir dans la pratique. Vous avez besoin d'avoir une information, de savoir qu'est-ce qui se passe par-ci ou par-là, ben comment il faut faire ceci ou cela. Vous interrogez, ils vous disent ce qu'il faut faire. Alors, autre séquence de joie, c'était du côté de l'Est, en Gossas, où justement, vous étiez aussi en compagnie de personnes formées qui justement manifestaient la gratitude à votre endroit et justement pour le couple présidentiel, pour la qualité de la formation et les opportunités que justement cette formation toute nouvelle leur offre justement. On prend cet extrait et on revient tout de suite après. Village Angossas dans le département du Oignon. En cette matinée du 22 août, c'est une ambiance des grands jours qui règne. C'est la remise d'attestation à 800 jeunes formés à l'outil informatique dans le cadre du projet MIGEF 2035 et du programme de formation de 50 000 jeunes de l'Est aux technologies de l'information et de la communication. Je remercie d'abord premièrement l'ATM d'avoir permis en sorte que ces activités puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Je m'appelle Mimban Christian Boris, étudiant et celui qui a profité des attestations à l'Institut de l'informatique. Alors à présent, ce que je peux faire, c'est que je peux manipuler l'ordinateur. L'initiative connaît un important apport de l'amicale des élites de l'Est. Les enfants qui sont formés dans les technologies de l'information et de la communication, grâce à mon jeune frère Armand Claude Abanda, et lui, Marie, a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est ça la modernité, c'est ça le développement. Le développement est une doléance exprimée par les populations. C'est véritablement un élément moteur qui va booster la vie des générations, des jeunes générations. Donc c'était l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le président national de pouvoir aller de l'avant. Que vont donc devenir ces jeunes gens de Mbouans formés en informatique si vous ne leur donnez pas la chance de continuer à se former et à exercer pour ces métiers d'avenir? Cette cuvée de lauréats sera représentée et suivie par un soucieux du progrès. La 35e édition a pour objectif l'inclusivité des fils et filles Mbouans autour des questions du développement en faisant abstraction
de toute chose qui divise. Au bout de la nuit, Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, enfile la tenue de notable de la grande chaufferie de Macabouans, entouré des chefs et dignitaires. Une distinction est remise aux parents de la promotion, dernier acte du voyage dans la région de l'Est. Retour sur le plateau de À vous la parole, Armand-Claude Abanda, honoré, certifié, récompensé. Tout ceci grâce à la vision d'un homme qui a cru en vous dès le tout premier jour. Absolument. C'est la vision du président Paul Biya. Ça c'est clair, parce que moi je pense que s'il ne m'avait pas donné l'opportunité de venir créer IAI Cameroun, on n'aurait pas tout ça. Il n'y aurait rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça aussi un homme d'État, avoir de la vision, savoir faire des choix, savoir donner la possibilité à des acteurs capables de réaliser quelque chose selon le fond de leur pensée, selon leur vision. Et je crois que le président a été toujours là, il a été toujours... D'ailleurs, je ne me souviens pas d'une lettre que j'ai adressée à Monsieur le Président de la République et que cette lettre soit rentrée sans un avis favorable. Je ne m'en souviens pas. Donc je crois que je dois lui dire quand même merci à titre personnel, déjà. Et puis au nom de l'IAI, au nom de la jeunesse qui est formée, des nombreuses femmes formées, n'oubliez pas les 100 000 femmes, les 103 350 femmes formées dans le cadre du projet 100 000 femmes et des 985 000 femmes et jeunes formées dans le projet MIGEF à ce jour. Ça fait plus d'1 million de personnes aujourd'hui. Et je crois que on ne devrait pas également oublier les pratiquement 10 000 informaticiens que nous avons formés à l'IAI. Parce qu'on parle beaucoup de MIGEF, mais parfois on oublie que nous formons des informaticiens de haut niveau. Et je crois que la chaire UNESCO d'ailleurs que nous avons eue part aussi du doigté diplomatico-politique du président Paul Biya. Il ne faut pas l'oublier. Et je crois que je suis peut-être un bénéficiaire de cette vision du président Paul Biya, et merci pour ce qu'il fait, merci pour ce qu'il a fait, merci pour ce qu'il a donné et pour ce qu'il a apporté. Voyez-vous, pendant que les gens me disent que le président ne va jamais accepter que votre campus porte son nom, mais c'est le contraire qui se passe. À votre égard, il a toujours déjoué les pronostics. Ben oui, oui, tout à fait. Et je vous ai aussi parlé de l'histoire de la médaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne pouvais même pas imaginer, même dans un rêve, que le président allait revenir sur une proposition que je fais pour d'autres personnes, pour dire que l'intéressé ajoute son nom. Ben, ça veut dire quelque part que peut-être il croit quand même un peu au petit travail que j'ai essayé de faire. Et ça, c'est important pour moi que la plus haute autorité de l'État, quand vous sentez que la plus haute autorité de l'État croit en vous, ça c'est capital. Merci Armand-Claude Abanda pour justement toutes ces révélations que vous nous faites sur ce plateau. On sort justement de ce plateau on sort de ces aspects liés à l'intelligence artificielle, au numérique, pour évoquer une autre facette de vous qui est plus ou moins connu, mais qui commence véritablement à se faire connaître. C'est Armand-Claude Abanda, l'auteur, justement, l'auteur du best-seller. Un best-seller qui aujourd'hui n'est plus méconnu, qui est quasiment reconnu sur toutes les strates de ce monde, puisque Fils de Prélat, qui est votre toute première production littéraire dans les programmes scolaires du côté du Congo, du côté du Gabon, a été traduit en italien, a été félicité par des auteurs congolais, sénégalais et autres. Alors, ça fait quoi d'être un informaticien qui a le sens de la plume? Ça fait plaisir. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai écrit Fils de Prélat quand j'étais en classe de terminale. Donc, c'est une plume d'élève. Oui. Et donc, c'est un jeune qui écrit naïvement, parce qu'il veut raconter l'histoire d'un enfant qui cherche son père. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Je pense que Fils de Prélat, je n'avais jamais imaginé, même dans un rêve, qu'il aurait eu un tel succès.
qui soit dans les programmes scolaires du Gabon, et du Congo et d'autres pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, je crois aussi, sont en train de réfléchir sur la mise dans son programme, parce que c'est se livrer en commission dans ce pays actuellement. Donc il est possible que nous ayons encore une autre bonne nouvelle. Donc je pense que Fils de Prélat a eu beaucoup de succès à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger qu'au Cameroun. Bon, peut-être que, comme on dit souvent, on n'est pas prophète chez soi. Oui, mais je crois que peut-être un jour, Fils de Prélat aura également cette reconnaissance dans notre pays, telle qu'elle est faite ailleurs. Et je peux dire merci à Dieu aussi de m'avoir donné cette vision quand j'étais en terminale, d'écrire un livre comme ça qui plaît aux gens. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont lu le livre plusieurs fois. Donc alors, si vous voyez qu'un lecteur qui lit un livre plusieurs fois, ben, ça veut dire que, vous savez, quand vous lisez un livre plusieurs fois, c'est un peu comme une chanson que vous écoutez plusieurs fois, c'est que vous l'aimez. Alors, est-ce que le plus grand challenge littéraire qui serait le vôtre aujourd'hui n'est pas d'aller au-delà des Fils de Prélat? Ben oui. Puisque il faut bien s'inscrire dans l'excellence. Est-ce que c'est ça, pas ça, la plus grande difficulté? J'ai déjà ma petite idée d'un tome 2 de Fils de Prélat. Mais ce qui me manque actuellement, c'est le temps de l'écrire. Parce que je veux écrire moi-même le tome 2 de Fils de Prélat. Amanclo Abanda, on va vous dire merci d'avoir répondu favorablement à la sollicitation de la grosse équipe de production qui accompagne justement la production de À vous la parole. C'est moi qui vous remercie et je serai encore disponible chaque fois que vous allez me solliciter, parce que c'est de beaux moments comme ça qui permettent aussi d'exploser, de faire sortir ce qu'on a dans le cœur. Et voyez-vous, j'ai donné quelques informations exclusives que je n'ai jamais donné ailleurs. Ces petits actifs-là. Nous les appelons des instants de motivation pour les jeunes. Exactement, exactement. Et je pense que c'est le mieux, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Hein, parce qu'il faut toujours que les jeunes aient des modèles, que les jeunes aient des exemples de réussite pour leur permettre de savoir que on peut réussir en étant ce qu'on est. Qu'on soit orphelin, qu'on soit pauvre, qu'on soit n'importe quoi, on peut réussir. Moi, je portais une casquette d'enfant naturel, de bâtard, de je sais pas quoi, et pourtant, ma mère faisait tout ce qu'il fallait pour moi. Et d'ailleurs, je lui fais un coucou ce soir à cette maman-là qui m'a tout donné et qui m'a, contre vents et marées, mis à l'école et qui ne s'est jamais découragé. Vous voyez, je suis très ému quand je parle comme ça. Tout à fait. De ma mère, qui ne s'est jamais découragé. Et je ne vous ai jamais d'ailleurs vu comme ça. Ben oui, et je pense que il faut célébrer les gens quand ils sont encore vivants, plutôt que quand ils sont morts. Il ne faut pas que j'attende qu'elles disent maman était ceci, maman était cela. Comment s'appelle ces mamans? Marie-Thérèse. D'ailleurs, c'est à elle que j'ai dédié Fils de Prélat. Comme vous voyez dans la dédicace là, j'ai dédié à ma mère, je dédie cet ouvrage. Et ça, c'était une dédicace qui venait du cœur. Parce que j'adore ma mère, j'aime ma mère et je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Un grand bravo donc à maman Marie-Thérèse Abanda pour justement l'homme qu'elle est parvenue à mettre à disposition de notre pays et le Cameroun. Merci à vous, Amanclo, pour toutes ces confessions, toute cette émotion sur ce plateau. Vous serez d'ailleurs toujours le bienvenu lorsqu'il sera question de prendre la parole sur À vous la parole chaque vendredi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci pour toutes vos contributions sur nos différentes plateformes. Merci pour les participations. Merci pour justement les messages affectifs, les messages de motivation au sujet, à l'endroit de notre invité. Nous allons faire le travail qui est le nôtre, les lui relayer. Retrouvons-nous très prochainement sur la même antenne, toujours avec le même sourire.